Voilà, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre devant ce bâtiment, c'est un bâtiment qui toujours est présenté comme une architecture de béton. En fait, on a peu de béton dans cette construction. Le béton, il est essentiellement dans la coque, qui est un corps creux fait de deux voiles de béton, de voiles minces, on peut dire, qui est porté par des pilotis, et ces pilotis disparaissent dans l'épaisseur des murs. Alors, concernant les murs, c'est-à-dire l'enveloppe, eh bien, pour l'essentiel, on retrouve toutes les pierres de l'histoire, on peut dire, des matériaux des anciennes chapelles. Toute l'enveloppe périphérique est traitée en maçonnerie de pierre, un mur construit de façon traditionnelle, hein, avec un appareillage qui est ourdé avec du ciment. Aussi bien pour les tours que pour les trois façades essentielles, est, nord et ouest. Alors, ce mur est particulier. Ce mur est particulier parce qu'il est très épais. En fait, c'est un faux mur épais. Hein. Ce mur qui peut atteindre 3 mètres d'épaisseur dans sa base, en fait, est un mur vide. C'est un mur vide qui est construit à partir d'un squelette de béton, à partir d'une succession de triangles qui sont des éléments qui portent la coque. Ces triangles sont reliés par des poutres donc qui assurent la stabilité de ces éléments porteurs. Et c'est une sorte de cage, comme ça, de treillis métalliques, de treillis en béton, qui va recevoir un treillis métallique sur lequel on va projeter du ciment. Alors ce que vous avez devant vous, c'est une muraille épaisse, mais vide, avec un premier voile d'un ciment projeté, d'une croûte de ciment de 3-4 cm d'épaisseur. On a la même chose à l'intérieur et on a la même chose pour constituer les conduits de lumière. Voilà. Mais en dehors de ça, cette masse est totalement vide. Voilà. Donc, on comprend que ce qu'on appelle les pathologies ou les maladies du ciment ou du béton, en fait, on a des comportements ou on a des situations qui sont totalement différentes entre ce mur sud et les autres murs qui sont d'une nature tout à fait différente et des constructions traditionnelles. Voilà. Ce qui fait que très tôt, dans cette façade est apparu un certain nombre de fissures qui ne sont pas des fissures graves d'un point de vue constructif, c'est-à-dire qu'elles ne pénalisent pas la solidité ou la durabilité de la construction, mais au bout d'un certain temps, on a pensé qu'il fallait traiter ces fissures parce qu'elles permettent des entrées d'eau, des migrations d'eau qui atteignent tout ce qui est métal dans ces parois, donc des oxydations de fer, etc. Et puis, surtout, extrêmement désagréable à regarder parce que cette belle voile tendue qu'on observe aujourd'hui, qu'elle est restaurée, en fait, quand on la voit dans son aspect où les fissures sont très apparentes, eh bien, elle perd cette qualité de tension, hein, qui est la sienne. Voilà. Alors, ce qui s'est posé comme problème sur cette façade sud, et là, on est dans la première tranche, ce qu'on appelle la tranche ferme, la restauration de cette paroi sud, ainsi que l'avancée de la coque, hein, qui est en porte-à-faux par rapport à cette façade creuse, eh bien, c'est à la fois le repérage des fissures, ensuite le décapage, c'est-à-dire retirer les différentes couches de peinture qui ont été placées depuis l'origine pour retrouver le côté nerveux de ce ciment projeté. Ensuite, après décapage, des interventions sur les fissures pour assurer la bonne étanchéité, intervenir avec des éléments souples qui assurent l'étanchéité de ces fissures. Et ensuite, un traitement, on revient en surface pour assurer la continuité de l'épiderme du mur. Et enfin, on repeint. Voilà, donc 2 couches de peinture.
Et l'objectif à atteindre, c'est effectivement une peinture de teinte blanche, enfin, très claire, et si possible mate, ce qui ne sera pas le cas puisque le choix qui a été fait du type de peinture pour des raisons d'assurer une bonne perméabilité du ciment projeté, c'est d'utiliser une peinture organique qui a un aspect légèrement brillant. Voilà. Donc là, on observe que la façade est restaurée, donc on a une situation où l'intervention est terminée. Ce qui a été fait en même temps avec la pose des échafaudages, c'est un certain nombre d'interventions sur des petites, ce qu'on peut appeler des épaufrures, sur la coque en béton brut. Hein, ce qui se passe, c'est une des maladies, on pourrait dire, du béton, c'est quand on a une migration d'eau qui atteint les fers à l'intérieur. Dès que le métal s'oxyde, il gonfle et donc il peut provoquer des éclatements. Alors il y a des réparations de surface à faire. Hein, ça c'est le problème quand les ferraillages sont proches de la surface. Il y a eu quelques interventions sur cette coque, mais globalement, elle est relativement saine. Bon, ce qui a accompagné la pose des échafaudages, c'est le nettoyage des vitrages, mais sur les vitrages, il n'y a pas eu plus d'intervention que ça. Alors, pendant cette tranche ferme, il y a une question qui s'est posée par rapport à la pérennité des vitrages, c'est-à-dire leur sécurité. On a fait une très mauvaise expérience. En 2014, on a eu un vandalisme qui a détruit le vitrage qu'on appelle le vitrage de la Lune, puisque une personne a voulu pénétrer dans la chapelle. Elle a choisi la vitre la plus grosse par laquelle elle pouvait pénétrer. Donc ce vitrage a été détruit. Et depuis, on a cette obsession de la fragilité de ces vitrages qui se trouvent au niveau du sol. La proposition des monuments historiques, c'était d'envisager de faire des prototypes de glace, de vitres de protection placés devant, hein, pour assurer cette sécurité. On a eu des prototypes qui ont été mis en place par le maître verrier Parot là, de Dijon qui a fait des propositions. Mais je dois dire qu'on s'est rendu compte que cette solution ne permettait pas une adhésion immédiate parce qu'on s'est rendu compte qu'on modifiait, on transformait beaucoup le caractère de l'œuvre. C'est-à-dire que le bâtiment devenait autre chose. Il se surchargeait d'éléments parasites qui, même s'ils assurent la sécurité, en fait, ils transformaient complètement la perception de ce bâtiment. Alors, on est revenu à la question de la sécurité de ces vitrages, qui est liée notamment au fait que ces vitres, elles sont en situation basse. Et moi, j'ai fait l'objection que finalement, le risque premier dans une situation comme ça, c'est un jet de gravier qui peut être provoqué par une tondeuse à gazon, dans l'entretien par les paysagistes de la prairie, enfin du sol. Alors, et ça me paraît un danger très, très important parce que si on pense qu'il y a plusieurs tombes par an, il est évident qu'à un moment donné, on peut avoir cet accident. Alors, moi, ce que j'ai proposé, c'est tout simplement, comme ça, c'est assez simple, manuellement, c'est qu'on a découpé des plaques de contreplaqué à la dimension des fenêtres et avant l'intervention des paysagistes. Donc, on place devant chaque ouverture ces panneaux de contreplaqué qui assurent la protection pendant le travail des tondeuses. Voilà. Et je pense qu'en étant rigoureux pour tout ce niveau bas par rapport au vitrage, on garantit au moins d'éviter ce type d'accident qui peut arriver très, très facilement. Voilà. Donc voilà, ça c'était la question du vitrage. Hein. Alors ensuite,
il y a une autre intervention qui a été faite par l'entreprise Toiture de Franche-Comté, qui est en accord avec l'entreprise Albizati, puisqu'il s'agit de traiter l'arête de la coque. En fait, la ligne qui se découpe sur le ciel, elle est définie en fait par la remontée de la coque en béton, comme une barque, comme ça, et qui vient rencontrer la couche d'étanchéité qui est assurée par un multicouche goudronné. Et donc, ce qui fait que on a une arête qui n'est pas totalement propre dans la liaison entre cette ligne de béton et cette ligne d'étanchéité. Alors, moi, j'ai proposé, là, avec l'architecte, on en a discuté, d'avoir une sorte de liseré qui fasse un joint, comme je dirais, qui assure le traitement de l'angle, avec un joint traité à la fois au plomb et au cuivre, pour apporter une ligne propre, nette, qui assure la parfaite recouverture de ce joint, de cette rencontre un peu, je ne vais pas dire improbable, mais variable dans sa réalisation quand on la regarde dans le détail. Alors pour ce faire, on a fait faire des prototypes par les Toitures de Franche-Comté. En fait, on ne les voit pas bien là. On a deux prototypes et il y en a un qui donne satisfaction. Et donc ce traitement sera fait à la fois sur la façade sud, enfin là où on a l'arête de la coque, c'est-à-dire côté sud et côté est. Donc côté est, ça sera fait quand on aura les échafaudages, quand on sera dans l'opération qui est celle de la tranche 2, qui précédera le travail à l'intérieur. Et puis pour ici, comme on n'a plus les échafaudages, ça sera un traitement qui sera fait avec une nacelle. Voilà. Donc voilà pour les... Au fond, on a 3 lots là, dans ce chantier. On a le lot des réparations des bétons, l'entreprise Albizati. On a le lot étanchéité et couverture, c'est l'entreprise Toiture de Franche-Comté. Et puis, on a l'atelier Parot pour la restauration des vitrages. Alors, pour nous, on traverse un moment difficile avec les vitrages, puisque malheureusement, M. Parot nous a quittés. Là, il est décédé ce printemps. Et donc là, le maître d'œuvre, l'architecte en chef des monuments historiques et la direction des affaires culturelles sont en train de solliciter des ateliers de maître verrier pour reprendre la suite du travail de l'entreprise Parot. Voilà. Alors, puisque nous sommes là, je vous indique un élément qui est un peu surprenant, c'est que vous avez une saignée noire là, qui marque la hauteur de la grande tour. Eh bien, en fait, en architecture, on appelle ça un joint creux ou un joint. Alors, on peut avoir des joints qui coupent un bâtiment, c'est quand on a des problèmes de dilatation. Ici, on est plus dans un joint de tassement, puisqu'on a la masse de la tour qui a sa propre, je dirais, stabilité côté statique. Et puis, on a qui vient s'appuyer contre le grand tympan qui supporte, qui surmonte le portail. Et donc, quand on a deux masses comme ça de poids, ou de, je dirais, autonomes l'une par rapport à l'autre, quand vous les collez, vous avez forcément toujours de la fissuration. Et donc, pour assurer, on va dire, l'étanchéité et le contact, eh bien, on s'est rendu compte qu'on avait un joint creux qui était rempli. Au départ, on a découvert qu'on avait une gaine et on a pensé que c'était tout simplement un logement de câbles électriques. La réalité, c'est qu'en ouvrant ce joint, on a découvert un tuyau en plastique épais, noyé dans un bain d'amalgame de goudron, qui faisait en fait un élément d'acceptation des compressions, c'est-à-dire qu'il pouvait encaisser les mouvements de ces deux masses qui étaient accolées l'une à l'autre. Donc ça, c'est une solution qu'on a découvert et qu'on ne pouvait pas imaginer, qui a été certainement une proposition d'André Maisonnier qui assurait le suivi de chantier.
Voilà. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder à l'intérieur parce que je voudrais vous faire, vous- que vous puissiez vous rendre compte d'un autre sujet euh, pour lequel on n'est pas complètement sûr des hypothèses que l'on peut faire. C'est qu'on a une très grande tâche d'humidité et on a quelques hypothèses sur l'origine, mais sur lesquelles on travaille pour arriver à régler cette question d'humidité qui pénètre dans le mur. Voilà. Alors vous voyez, cette tâche, elle indique qu'on a une migration d'humidité qui imbibe l'ensemble du mur et qui descend. Ça. Et pour nous, l'origine est un peu difficile à définir, puisque au-dessus, on a la coque qui est un volume creux, parce que là, on a un voile de 6 cm d'épaisseur, on en a un deuxième de 1,20 m plus haut, et au-dessus, on a la grande gargouille qui récupère les eaux pluviales, puisque la forme de cette coque nous renvoie à toutes les eaux pluviales à l'ouest. Mais dans les observations qu'on peut faire, c'est qu'à l'intérieur de la coque, tout est parfaitement sec. Et donc, cette humidité, elle ne peut pas venir directement d'un problème de la gargouille et d'une traversée de la coque, parce qu'on n'a aucun signe d'humidité. Ça veut dire qu'en fait, l'eau migre autrement. Elle migre, elle arrive, il y a une entrée d'eau quelque part sur le dessus des murs côté nord, et elle migre, elle se déplace sur le dessus de ce mur avec cette grande courbe, et au point le plus bas, elle imbibe comme un buvard ce mur et qui fait apparaître cette grande tache. Voilà. Et pour régler ça, on pense qu'on est obligé de travailler sur ce qu'on appelle les couvertines au-dessus des acrotères, c'est-à-dire sur le rebord des murs qui entourent la coque. Alors concernant la grande tour, ce qu'on voit, c'est une grande fissure verticale. Cette fissure, elle est traversante. Elle est là depuis longtemps, mais elle s'agrandit en plus. Alors, comme je le rappelais, c'est que là, on a un mur de maçonnerie en pierre traditionnelle sur toute la hauteur. Et pour des raisons d'économie, on a pris le parti de ne pas faire des chaînages intermédiaires qui auraient assuré une meilleure cohésion dans l'appareillage de pierre. Ce qui fait que peut-être avec un peu des mouvements du sol, etc., est apparue cette fissure comme ça, parce que l'appareillage même de ces blocs plutôt cubiques ne permettait pas une très bonne liaison dans les différents plis, enfin les différents lits de pose de la maçonnerie. Mais de toute façon, l'entreprise a des solutions tout à fait efficaces pour réparer cette fissure sans abîmer le bâtiment. C'est-à-dire que ce qui est prévu, c'est des aiguilles de carbone qui vont relier, qui vont faire comme une ligature sur l'ensemble de la fissure. Et tout ça va être réglé de façon très efficace. Alors, puisque nous sommes à l'intérieur, on voit que cet enduit, il a subi un encrassement, donc on a perdu la blancheur de la chaux aérienne d'origine, hein, du badigeon de chaux. Donc l'idée, ce n'est pas de décaper, mais de nettoyer ce crépi. Alors on a testé certaines choses, notamment en parpelage, c'est-à-dire en recouvrant d'un produit, d'une sorte de gel, et en décollant, on arrive à retrouver le blanc qui se trouve au-delà de l'empoussièrement de ces murs. Et donc on va tenter de faire une intervention vraiment minimum pour rester au plus près du bâtiment d'origine. Alors ce qui va se poser, mais ça c'est une question
qui est encore en débat, c'est que le traitement sur les vitrages, on a un problème qui se présente avec les vitrages, c'est qu'on a des dessins de Le Corbusier, des écritures qui sont faites directement à la peinture sur des vitres. Et on a deux types d'interventions. On peut avoir des dessins et des écritures qui sont faits à chaud, c'est-à-dire qu'il y a une cuisson avec le verre qui fait que l'écriture, le dessin devient inaltérable. Enfin, il ne se dégrade pas. En revanche, peut-être pour des raisons de manque de temps, on a des vitrages où la peinture est à froid, c'est-à-dire que Le Corbusier vient avec son pinceau, il écrit sur la vitre directement, sans qu'il y ait cette cuisson à la suite, qui fait que avec le temps, cette peinture a tendance à s'écailler, et donc quand elle s'écaille, il y a des éléments qui tombent, et donc on a une perte. Dans certains vitrages, on a une perte de mots, on a une perte d'écriture, et on a une perte de dessin. Et donc là, il y a à la fois la nécessité de fixer ce qui existe quand on est dans cette situation-là, mais la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire l'association, va plus loin, puisqu'elle souhaite, donc ça c'est en discussion, hein, c'est pas réglé, elle souhaite qu'on restitue, même par intervention, par copie, on restitue les choses disparues à partir d'une documentation qu'on a de ces vitrages, parce que pour nous, ces vitrages ont une fonction active, c'est-à-dire que c'est des supports iconographiques qui sont directement en relation avec la dimension poétique et spirituelle du lieu, c'est-à-dire que c'est toujours en relation avec une iconographie mariale. Donc ça, c'est des choses qui vont être discutées, notamment avec les prochaines équipes qui vont assurer la suite après la disparition de notre ami verrier Parrot. Voilà ce que je peux dire pour les interventions d'intérieur. Donc ici, on aura une intervention qui fera partie de la dernière tranche concernant ce bâtiment pour retrouver l'éclat de ces murs. On observe des taches sur la surface de la coque, mais en fait ces taches elles sont liées à la mise en œuvre du béton. Elles permettent de lire les différentes coulées du béton, les différentes phases, les différentes journées ou giornato. Et donc on n'a pas du tout l'intention de les faire disparaître. Bon, on a quand même au minimum, on pourrait dire un décrassement de la coque, enfin, un dépoussièrement qu'on va essayer de réaliser sans enlever ces traces de mise en œuvre. La façade qui réceptionne les eaux pluviales. Alors, vous voyez, il y a une deuxième gargouille, hein, il faut avouer, côté ouest. À la fin du projet, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des eaux stagnantes dans une partie de la coque, donc on a rajouté une petite gargouille côté nord. Mais là, côté ouest, on a la gargouille qui gère l'ensemble des eaux pluviales. Pour la petite histoire, dans les premiers projets, cette évacuation d'eau se faisait côté nord, je crois, entre les deux tourelles. Et là, il y a eu un changement dans le projet. Cette sortie d'eau, la forme de la coque s'est déplacée pour renvoyer les eaux pluviales côté ouest. Et cette gargouille, elle a un dessin sous forme d'oméga. Hein, vous voyez, on parle même de canon de fusil comme un canon de fusil de chasse. Et c'est une très belle œuvre de sculpture en béton qui est brut de décoffrage, c'est du béton armé, qui est une pièce en porte-à-faux qui déborde très largement au-delà de la muraille. Et elle est constituée de deux ailes de béton coffré, mais ces deux éléments sont extrêmement minces.
Et ça, c'est vraiment à la fois un risque, mais un défi du charpentier qui assure le coffrage de cette pièce. Hein. Vous voyez, ces ailes, elles ne font pas plus de 4 cm d'épaisseur au plus mince. Mais il faut imaginer qu'à l'intérieur, on a du ferraillage, puisque c'est du béton armé. Donc là, le tour de force, c'est d'arriver à avoir, au-delà de l'enrobement de ce ferraillage, c'est une faible épaisseur, d'avoir une densité, une compacité, d'arriver à couler la pâte du béton de façon suffisamment compacte pour assurer une parfaite cohérence de résistance de cet élément. Et cette gargouille était assez dégradée par l'usure de l'eau d'ailleurs, parce qu'à l'intérieur, on avait une feuille de cuivre qui habillait l'intérieur de cette gargouille, sauf que cette feuille de cuivre, elle n'arrivait pas jusqu'au bord. Elle était en retrait et on voyait qu'il y avait une perte de matière par usure sur les rebords de ce qu'on appelle ici en Franche-Comté la gouliche. Il y a l'élément le robinet, enfin l'élément qui déjecte l'eau. Et dans le projet avec les étancheurs, on a prévu justement que cette feuille de cuivre, elle accompagne ce conduit d'eau jusqu'à son bord, même avec un léger débord, pour avoir une protection complète du béton. Donc quand on regarde bien cet objet, il est réalisé en béton brut de décoffrage, c'est-à-dire qu'on voit l'empreinte du lattage des bois qui fabriquent la forme réalisée par le maître charpentier. Et donc, comme l'entreprise a dégradé, enfin, pour réparer, il faut s'assurer qu'on s'appuie sur du solide. Donc, les compagnons maçons étaient amenés à enlever la matière friable. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fragilité. Et ils ont enlevé pas mal de hauteur de ces deux ailerons. Et il fallait les reconstituer tout en maintenant la mémoire précisément de ces empreintes de coffrage. Et tout en constatant la difficulté d'arriver à couler dans un élément aussi mince pour assurer une parfaite densité du béton dans le ferraillage, pour enrober le ferraillage. Donc voilà le résultat. Donc ça c'est terminé. Et je dois dire que le résultat qui est donné par les maçons là est tout à fait acceptable et très. Je pense qu'on ne pouvait pas atteindre mieux que ce qui est arrivé ici, vu la difficulté, et on restitue tout à fait la situation d'origine. Alors après, les étancheurs vont intervenir dans la relation entre l'intérieur de la gouliche, l'intérieur de cette gargouille, dans sa liaison avec les étanchéités du dessus de la coque. Alors sur cette façade, on a eu un autre problème, c'est que les maçons se sont rendus compte que le crépi était couveux. C'est-à-dire quand vous faites sonner avec le marteau, ça sonne le creux. Et on a eu des plaques d'enduit qui se sont décollées, faisant apparaître derrière de la brique. Alors, on n'était pas surpris de la brique parce qu'on a des photos de chantier qui nous les faisaient apparaître. La réalité, c'est que on a des pilotis dissimulés dans les murs qui portent la coque. Et là, la coque, elle est fermée par un voile de béton qui fait 16 cm d'épaisseur. Ensuite, il faut savoir que ce voile de 16 cm, il est rejoint par le bas, ce que je disais tout à l'heure, le rideau de mur de pierre qui vient fermer. Et ce mur, lui, fait 40 cm. Donc, on a un différentiel entre le voile de la coque qui fait 16 cm et les 40 cm de la maçonnerie. Et pour avoir la continuité du mur, on a doublé le mur par un mur de briques qui fait qu'on a un espace de 2 cm. On peut, à certains endroits, on a la possibilité de glisser la main entre le mur de briques et le voile de béton. Et c'est là qu'on a compris
qu'on peut avoir l'origine du chemin d'eau qui vient provoquer la grande tache d'humidité à l'intérieur de la chapelle qu'on a pu observer avant. Donc les réparations de cette partie couveuse ne pose aucun problème pour des maçons. C'est-à-dire que tout ce qui est couveux, on l'enlève et on fait une reprise d'enduit avec le souci d'arriver avec le même état de surface pour que ça n'apparaisse pas comme une pièce rapportée sur l'ensemble du mur. Alors encore une fois ici, on a ce qui est pareil, ce qui est le même protocole que pour la façade sud, c'est un repérage des fissures, un décapage, ensuite un retraitement des fissures et une remise en peinture. Voilà. Donc toutes des choses maintenant qui sont parfaitement connues et que les compagnons maîtrisent parfaitement. Voilà ce qu'on peut dire pour la façade ouest. On a ce qu'on appelle la bosse du confessionnal, qui est en fait la saillie qui fait apparaître un mobilier qui est à l'intérieur. La réalité, c'est que ça, c'est un élément ajouté à la fin du chantier, puisque c'est un élément qui est totalement en brique, mais qui est venu fermer une grande ouverture qui était l'ouverture du chantier, parce qu'il fallait pouvoir avoir accès pour rentrer, sortir les matériaux. Et donc cette grande ouverture de chantier, à la fin, elle vient se refermer en réglant, enfin en produisant ce mobilier du confessionnal qui est lisible de l'extérieur par cet élément en saillie. Voilà, sinon, quand on regarde la calotte des tours, le sommet des tourelles, le chantier nous a apporté la confirmation d'une hypothèse qu'on pouvait faire dans la façon de traiter ces calottes. On avait à partir de photos de chantier compris tout d'abord que la tourelle, elle présente une façade là où il y a les fenêtres, et donc qui est marquée par un arc en béton qui est réalisé en béton coffré. Voilà. Donc quand on termine la souche de la tour, on a une arase, c'est-à-dire la mise à niveau de la fin du volume, et donc à partir de là, on réalise l'arc de façade en béton armé, et puis on a un arc médian qui donne le profil de la calotte. Voilà. Donc on a deux arcs comme ça. Et à partir de la forme de la tourelle et de ces deux arcs, eh bien, on met des fers en béton et on reprend le principe de la façade sud, c'est-à-dire on met un treillis métallique sur lequel on projette du ciment, et donc on produit la calotte par une croûte de quelques centimètres d'épaisseur. Hein, et c'est comme ça que ça se termine, sauf qu'il y a deux couches. Hein, donc il faut imaginer l'épaisseur de l'arc. Au-dessus, à l'extérieur, il y a une croûte de quelques centimètres d'épaisseur sur ce treillis métallique. Et par-dessous, on a la même chose. Donc cette calotte, en fait, il y a les deux arcs qui sont pleins, mais c'est un volume qui est creux. Entre les deux faces, on a du vide. Ce qui permet d'alléger, de ne pas surcharger la construction, d'arriver à modeler, on pourrait dire, à façonner ces belles formes de calottes là, très arrondies, sans travailler, sans faire intervenir de la charge. Voilà. Alors pour l'instant, on a Mohamed qui est chef de chantier, qui est en train de travailler, de peaufiner les raccords entre la gargouille et les éléments d'étanchéité de la toiture. Hein. Par ailleurs, ils ont changé une vitre dans la tourelle là, qui était fêlée. On a pensé que c'était bien de changer la vitre, puisqu'on avait l'accès avec les échafaudages. Et là, les compagnons de l'entreprise Albizati terminent la façade ouest et la façade nord. Alors peut-être qu'on va se déplacer vers la façade nord
pour voir où ils en sont avec les échafaudages. Et après, on regardera cette façade sud qui aura une intervention, on peut dire, plus légère. La peinture est réalisée jusqu'au niveau des 2 tourelles qui encadrent la porte d'entrée. Et ensuite, vous avez le reste de la façade nord qui est en situation de décapage. Et donc, on a retrouvé le ciment projeté d'origine. On voit que c'est une façade qui est relativement saine par rapport aux fissures. On repère quelques fissures malgré tout, mais très peu, qui ont été ouvertes à la disqueuse. Là, et donc les ouvriers, les compagnons vont passer au traitement des fissures précisément en travaillant avec cette matière souple pour assurer un contact je dirais mobile, quoi, qui permet d'encaisser les mouvements des lèvres des fissures. Et puis ensuite, on retraite le dessus de la fissure pour la faire disparaître dans le nu du mur général. Et puis, ils procéderont après à la peinture. Peinture en 3 passes. Voilà. Alors on observe là sur le dessus des tourelles, on voit que c'est une peinture un petit peu brillante, mais on peut espérer qu'elle va devenir mate assez vite avec les intempéries. On sera dans la tranche 2, c'est-à-dire qu'on aura en même temps l'intervention sur cette façade et l'intervention sur la grande tour. Alors, pour la réparation de la fissure, bien sûr, mais comme pour le reste, décapage, mise en peinture, traitement des fissures, etc. Mais dans la tranche 2, on a une intervention en même temps, façade est et grande tour. Alors, pour cette façade est, en fait, vous voyez qu'elle est très abritée par l'avancée de la coque. Et donc on a finalement très peu de vieillissement. Il y a un léger encrassement de l'enduit, du badigeon, mais pas au point qu'on décide de décaper. Et je pense que l'intervention ici, elle va être minimaliste, un peu comme on le fera à l'intérieur. On va essayer de retrouver le blanc de l'enduit, mais peut-être qu'on n'ira pas plus loin. Donc peut-être qu'on utilisera le même procédé que pour l'intérieur, c'est-à-dire utiliser cette technique du pelage. Voilà, puis peut-être que localement, peut-être qu'on interviendra un peu, mais donc il y a très peu d'intervention sur le mur lui-même. En revanche, on regardera un peu dans le détail la coque. Il y a quelques petites épaufrures à réparer. On a la petite gargouille nord à réparer. Et puis, comme je le disais tout à l'heure pour la façade sud, on va réaliser cette petite liaison sur la ligne d'arête de la coque pour mettre bien en contact la remontée du béton avec les couches d'étanchéité. Tout ça par on pourrait dire un joint à la fois de plomb qui s'adapte bien, qui est très ductible et qu'on peut bien appliquer, et puis avec une protection en cuivre. Voilà pour l'essentiel. Exemple d'éléments de plaques qui se décollaient, là quand je parlais de cet enduit couveux, et il y a même des éléments de plaques qui se décollaient là sur le mur sud ou ce mur creux. Et vous voyez ici le treillis métallique utilisé, c'est-à-dire qu'on a projeté du ciment sur ce type de... Moi j'utilise le terme de grillage parce que c'est plus compréhensible, mais en fait c'est un métal déployé, c'est-à-dire c'est une feuille de métal cisaillée et qu'on étire pour obtenir ces losanges. Là on a des plaques ici de goudron, vous voyez c'est quand même des trucs un peu conséquents, hein, qui ont de l'épaisseur, qu'on a retiré dans la liaison pour reprendre cette étanchéité au niveau de la gargouille, avec des éléments de plomb là, quand il faut adapter à la forme.
Ici, il y a ce fameux tuyau que j'expliquais, qui a été utilisé en fait comme un élément de joint de compression entre les deux masses de bâti. Et ce tuyau, il était vraiment immergé dans un goudron, hein, une matière noire comme ça, qu'on retrouve ici d'ailleurs. Et pour assurer à la fois l'étanchéité, mais la flexibilité, enfin, de ce contact entre deux masses bâties. Voilà. Alors on a des morceaux comme ça, c'est un morceau de l'arête au sud qui a été totalement réparé sur toute la hauteur. On a la vitre qui a été changée, puis ça c'est des éléments de couvertine qui se trouvaient au-dessus du mur, et justement on peut penser que c'est à ce niveau-là qu'on avait des problèmes d'entrée d'eau qui se sont infiltrés entre les deux murs. Voilà. Alors à chaque fois on récupère un peu les pièces qu'on enlève. Voilà. Et puis il y a par exemple l'entreprise, quand elle veut remplacer le treillis métallique, ben, elle utilise, pour faire des réparations, elle utilise ce type de matériau. C'est vraiment l'équivalent de ce métal déployé. Alors à la fois on en apprend beaucoup sur le chantier, sur la construction, et puis en même temps ben, ça amène à trouver des solutions pour assurer la restitution au plus près de l'origine. Voilà, donc là on est dans l'enceinte du chantier qui est évidemment la partie interdite, on va dire, puisque pour des raisons de sécurité. Et puis là nous sommes à côté du bassin qui récupère les eaux pluviales. Vous voyez que, par exemple, cette grande gargouille, elle déverse son jet là, quand il y a une averse. C'est très important, l'arrivée d'eau là, qui vient couler dans ce grand cylindre qui est tronqué. Hein, c'est-à-dire que vous avez ce cylindre qui récupère les eaux pluviales. Mais dès que vous avez un peu de vent ou que le jet est moins important, avec le vent qui vient d'ouest, eh bien l'eau, elle passe à côté. C'est-à-dire que le vent entraîne l'eau à côté de ce cylindre. C'est pour cette raison qu'on a un grand bassin qui a cette forme oblongue qui récupère les eaux qui passent, qui sont détournées du cylindre. Et puis l'architecte a mis comme une sculpture là, ces pyramides pour en faire une sculpture aquatique là, sur laquelle l'eau s'éclabousse transforme en jet, transforme en fontaine. Ça devient une vraie fontaine en période de pluie ou d'averse. Voilà. Donc là, on peut dire que cette façade, elle est terminée. Et pour ce bassin, on réfléchit à des interventions, c'est-à-dire qu'on ne veut pas le restaurer comme il était à l'origine, on veut surtout essayer de trouver le moyen de stopper son érosion. Hein, parce que quand on regarde dans le détail les arêtes des pyramides, forcément, au bout de 70 ans, on a un peu une érosion comme n'importe quelle roche. Voilà.